Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Marie-Louise Troyan, je suis étudiante à l'Université de Montréal et stagiaire au réseau Calaxia. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé Profil de la qualité de vie chez la population itinérante au Québec, organisé par le regroupement stratégique santé mentale du réseau de recherche en santé des populations du Québec en collaboration avec le réseau Calaxia. Avant de débuter, je vous informe que la séance sera enregistrée pour ensuite être rendue disponible pour rediffusion sur la plateforme YouTube. Notre conférencière aujourd'hui est Dr. Lia Gentil, chercheur postdoctoral à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Elle possède une riche expérience clinique en tant que médecin, ainsi qu'une maîtrise et un doctorat, tous deux obtenus dans le champ de la santé communautaire à l'Université de Sherbrooke. Pendant son doctorat, elle a étudié, parmi une population vulnérable, l'effet de la présence des troubles de santé mentale sur les comportements à risque et la non-adhésion au traitement. Suite à sa présentation, nous allons avoir une période de questions et d'échanges avec vous. Alors, je vous invite à inscrire dès maintenant et tout au long de la présentation vos questions dans le module questions et réponses situé au bas de votre écran. Pour toute autre question, par exemple des questions au niveau technique, vous pouvez les inscrire dans le module Converser et ma collègue Denise se fera un plaisir de vous répondre. Je vous invite aussi à inscrire le nombre de participants dans le module Conversation si vous êtes plus d'une personne. C'est une information qui est utile pour nos statistiques. Enfin, je vous informe que dans les prochains jours, vous allez recevoir un courriel qui contient le PDF de la présentation d'aujourd'hui, un lien pour visionner l'enregistrement et aussi un lien pour évaluer le webinaire. Et je prends un petit 2 secondes pour vous dire que vos évaluations sont super importantes pour nous et c'est ce qui nous permet de nous améliorer et de répondre davantage à vos besoins et à vos attentes dans le futur. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à notre conférencière, Dr. Lia Gentil. Merci et bienvenue aujourd'hui dans le webinaire intitulé Le profil de la qualité de vie chez la population itinérante au Québec. Tout d'abord, nous allons définir la qualité de vie. Parce qu'en effet, j'ai pris la définition de la OMS qui dit que la qualité de vie est la perception qu'individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit en relation à ses objectifs et ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Donc, la qualité de vie comprend des facteurs objectifs et subjectifs, soit les objectifs, les aspects environnementaux et sociaux, et les facteurs subjectifs, comme le bien-être, la satisfaction face à la vie et le bonheur. Donc, en résumé, la qualité de vie est multidimensionnelle. Donc, elle comprend les facteurs physiques, psychologiques et sociaux. Et là, on doit ajouter aussi ici que la qualité de vie est un bon indicateur pour les évaluations des programmes en santé. Donc, aujourd'hui, on va parler de la qualité de vie chez la population itinérante. Et là, je fais une recherche dans la littérature. On a vu que les études sur la qualité de vie portent surtout sur les groupes spécifiques d'itinérance, soit des populations jeunes, aussi sur les populations d'anciens combattants et aussi sur les itinérants avant des problèmes de santé comme des troubles mentaux et des troubles liés à l'utilisation des substances. Donc, dans ces études, on a vu que la qualité de vie était reliée surtout liée à les caractéristiques sociodémographiques comme l'âge, le sexe, les antécédents criminels, le nombre de jours d'itinérance et les types de logement, et ici toujours le logement temporaire. C'est lié aussi sur les variables cliniques comme les maladies mentales, les troubles mentaux, les troubles d'utilisation de substances et les maladies physiques. Et les services de santé, on trouve quelques articles qui parlent sur les services ambulatoires pour améliorer la qualité de vie. En conclusion,
je vis dans la littérature qu'aucune étude n'a été réalisée considérant des déterminants de qualité de vie. Et peu d'études ont été utilisées qui prennent en considération l'utilisation des services et la qualité de vie. De plus, aucune étude a été faite sur les profils de qualité de vie, considérant les variables sociodémographiques, cliniques et des services de santé, et la majorité prenait en compte les populations hébergées dans les refuges. Donc, pourquoi on va s'intéresser dans les profils de qualité de vie chez cette population? Parce qu'on a besoin des informations pour comprendre bien ses besoins et aussi pour développer des politiques de logement spécifiques. Pour trouver les profils de qualité de vie, on a des analyses de clusters, on appelle des analyses de graphes, qui sont utiles pour établir les profils. Et là, on a développé un projet qui avait comme objectif de développer une typologie de qualité de vie sur l'aspect subjectif, se basant dans les variables sociodémographiques, cliniques et utilisation de services pour une population de 455 personnes itinérantes vivant au Québec dans des différents types de logements. Ce projet que je présente aujourd'hui, c'est un projet secondaire le projet d'efficacité du logement transitoire pour les personnes en situation d'itinérance développé par l'équipe de Dr. Fleury à l'Institut Douglas. Et c'est une étude transversale parce que moi, j'ai pris seulement le temps 1 de l'enquête qui a été réalisée parce que le projet avait 2 temps avec un devis longitudinal. Nous avons recruté les participants auprès de 27 organismes communautaires au Québec qui fournissaient des ressources pour les logements, les banques alimentaires, les soutiens financiers et les services d'emploi. Et les personnes incluses étaient toutes les personnes qui avaient de 18 ans et plus et avaient déjà été ou être dans la rue. Mais les personnes qui n'étaient pas capables de répondre au questionnaire, donc soit des personnes ayant des troubles mentaux trop désorganisés, sévères, n'étaient pas inclus. On avait une haine, donc un nombre de participants de 450. Au début, les personnes qui ont été contactées, c'était 97 personnes avec un taux de réponse de 92. Mais on avait des personnes qui habitaient ou étaient dans la rue. Donc, on avait 46 personnes itinérantes utilisant des abris d'urgence, 243 de personnes résidents temporaires, 156 résidents permanents avec soutien et 52 résidents permanents sans soutien. Mais, comme je dis tantôt, nous avons contacté 97 personnes qui ont accepté au début, mais on avait 42 qui, soit après l'acceptation initiale, ont désisté, ou pendant que nous avons rempli le questionnaire, ils ont désisté. Donc, notre échantillon final, c'est 455 personnes qui ont répondu au questionnaire avec une duration de 90 minutes. Et il y avait des questions sociodémographiques, des questions cliniques et des questions sur l'utilisation des services de santé. Ces personnes avaient 4 conditions de logement, soit les refuges d'urgence, que c'est l'hébergement de nuit, les logements temporaires, qui, avec des logements de résidence entre 3 et 12 mois, les logements permanents avec soutien et casa manejo, donc des intervenants type house foster, et logement permanent sans soutien. Donc, notre variable d'intérêt était la qualité de vie. La qualité de vie était mesurée
utilisant la version québécoise de l'échelle de satisfaction du domaine de vie, qui inclut 20 items, donc 20 questions, avec 5 dimensions sur la qualité de vie. Donc, la vie quotidienne, les relations sociales, les milieux de vie, l'autonomie, les relations intimes et les loisirs. Et cette mesure a été déjà validée et elle présente de bonnes qualités psychométriques. Cette mesure, elle utilise une échelle de 5 visages. Les plus souriants, c'est à un score de 5 et les plus tristes, c'est un score de 1. Donc, le score peut varier de 20, vu que c'est 20 items, jusqu'à les plus satisfaisants, qui c'est de 100. Donc, on a questionné les gens quel visage exprime-vous le mieux, comment vous sentez en ce qui concerne, il a posé la question. Pour les variables sociodémographiques, on avait l'âge, le sexe, les antécédents criminels, le nombre d'épisodes d'itinérance, le type de logement. Pour les variables cliniques, on avait les variables pour les troubles de santé mentale communs. Ici, c'est la dépression et l'anxiété. Pour les troubles mentaux graves, comme les troubles bipolaires et les schizophrénies, les troubles de personnalité, tous les troubles de personnalité et les troubles d'utilisation de substances, ainsi que le nombre de maladies physiques aiguës et chroniques, les idées suicidaires et l'incapacité fonctionnelle. On avait aussi les variables d'utilisation des services qui ont inclus avoir ou non un médecin de famille et la fréquence d'utilisation des services souvent. Les services communautaires, comme les services d'aide aux femmes, aux centres de femmes, les services d'aide d'emploi, les subcommunautaires, les services publics, c'est les services fournis pour les hôpitaux, mais là, on exclut les services d'urgence à part, et aussi les centres de réadaptation, et les LSCC, et on inclut la salle d'urgence, donc l'utilisation du département d'urgence. Et aussi, je vous présente les instruments de mesure qu'on a utilisés. Sont tous des instruments de mesure qui ont été déjà validés. Donc, on a utilisé déjà les lignes internationales neuropsychiatriques pour les troubles mentaux. Pour les troubles de personnalité, on a aussi utilisé des mesures déjà bien validées. Pour les analyses, donc, les analyses, comme je parlais tantôt, on a fait une analyse des clusters qui a été fait pour notre statistique senior de notre équipe. Et elle fait le regroupement d'analyse en 2 étapes en utilisant le logiciel SPSS. Donc, la distance entre le sujet a utilisé la méthode de dialogue vraisemblance. Les participants ont été agrupés selon un critère spécifique de Schwartz-Bayesian et on a identifié 4 classes. Et on a fait des tests de comparaison entre les 4 classes pour regarder s'il y avait des différences de la qualité entre les groupes. Je vous présente maintenant les résultats. Donc, les caractéristiques de la population. La qualité de vie, la moyenne, était environ de 70. Concernant la variable sociodémographique, on voit que la majorité des participants de notre population avaient de 50 ans et plus. Il s'agissait d'hommes avec des antécédents criminels et on a un épisode et avait un hébergement temporaire. Pour les variables cliniques, on avait beaucoup de personnes ayant des troubles de santé mentale communs, comme la dépression, l'anxiété,
Les troubles mentaux graves étaient moins fréquents dans cette population. Les troubles de personnalité étaient vraiment élevés, ainsi que les troubles d'utilisation des substances. On avait aussi 20% avec des idées suicidaires. Les maladies physiques, la moyenne était environ de 2. Et l'incapacité fonctionnelle qui s'est arrangée, c'est plus élevé, c'est plus incapable, avec une moyenne quand même de 20. Parmi les variables d'utilisation des services, on avait 42 personnes qui avaient une médecin de famille. Donc, c'était vraiment faible parce que la majorité n'avait pas de médecin de famille. La moyenne plus élevée était pour l'utilisation des services communautaires. L'utilisation de visites d'urgence était environ de 2 et les services publics, la moyenne était environ de 6. Pour les analyses des clusters, on a vu que 4 groupes ont été identifiés. La moyenne, comme je parlais tantôt, de la qualité de vie était de 70 personnes. Ici, on a fait une comparaison de la qualité de vie parmi les 4 groupes. On voit que les scores plus élevés étaient pour le cluster 1. Donc, la classe 1 avait la qualité de vie plus élevée en comparaison avec les 3 autres groupes. Parmi la qualité de vie plus faible était sur le cluster 2 en comparaison à le cluster 1 et le score de la qualité de vie pour les autres clusters, donc soit le 2 et 4 et les 3 et 4, n'était pas significatif. Donc, je vous présente c'est qui cette personne, donc les profils de les clusters, les profils de les classes des itinérants. Pour les clusters 1, il s'agit de 128 personnes. C'était le cluster qui avait la qualité de vie plus élevée, une moyenne de 76, la qualité de vie en score. C'était des femmes, la majorité, de 51 et plus, ayant des faibles antécédents criminels, avec un épisode d'itinérance, vivant en logement avec soutien, et qui n'avait une moyenne de maladies physiques quand même élevée, et utilisait beaucoup les services communautaires, mais avait une faible utilisation des services publics. Et là, on a nommé cette classe comme les femmes âgées ayant des faibles antécédents criminels, peu d'épisodes d'itinérance, vivant dans le logement permanent avec soutien, qui recourt fréquent aux services communautaires et qualité de vie élevée. Pour le cluster 2, c'est le cluster qui avait la qualité de vie plus faible. Il s'agit, dans la majorité des hommes âgés de 40 à 49 ans, ayant beaucoup d'épisodes, donc soit plus de 3 épisodes d'itinérance, vivant en logement temporaire ou permanent avec soutien, et avait, c'est ça qui ressort en plus proportion, des maladies physiques et des troubles mentaux élevés, comme les troubles communs, les troubles graves, les troubles de personnalité et d'utilisation de substances, des idées suicidaires et incapacités fonctionnelles. Parmi les 4 groupes, était qui a présenté un pourcentage plus élevé de personnes ayant une médecin de famille. Donc, ce groupe était nommé hommes ayant de multiples épisodes d'itinérance, des problèmes de santé mentale et de santé complexes, et utilisateurs des services de santé, donc les médecins de famille, y avaient très faible qualité de vie. Les clusters 3 avaient une qualité de vie qu'on pourrait dire moyenne, en deuxième rang en qualité de vie. C'était la majorité des hommes, jeunes, parce qu'ils étaient entre 19 à 39 ans, antécédents criminels élevés
eu 2 épisodes d'itinérance, vivant dans la majorité proportion dans le logement temporaire, le logement permanent sans soutien. Et là, ça ressort beaucoup qu'ils ont des faibles troubles mentaux, ils ont des faibles troubles mentaux graves, et ils ont des faibles troubles de personnalité, des tousses, des idées suicidaires, des maladies physiques. Donc, on voit qu'ils ont de bonne santé. Et un pourcentage très faible de médecins de famille, mais ils sont grands utilisateurs du service d'urgence. Donc, on met ce cluster comme jeunes hommes avec des antécédents criminels ayant 2 épisodes d'itinérance, vivant dans le logement temporaire sans soutien, ayant faible des problèmes de santé et grands utilisateurs de l'urgence qui avaient une qualité de vie modérée. Pour les clusters 4, c'était le plus petit et avait une 13e rang, on pourrait dire qu'il avait une qualité de vie faible. Et la grande proportion était de femmes âgées de 40 à 49 ans, ayant des antécédents criminels et un épisode d'itinérance. La plupart de ces femmes vivant dans le logement temporaire ont une caractéristique qui ressort beaucoup, c'est que tous les participants de cette cluster ont des troubles de personnalité. Et cet groupe aussi a une utilisation des services publics très élevée. Des services publics, je vous rappelle qu'il s'agit de l'utilisation du CLSC, des centres de réadaptation et aussi les services de l'hôpital sur l'utilisation de l'urgence. Cet groupe s'est nommé femmes d'âge moyen avec des antécédents criminels, peu d'épisodes d'itinérance, vivant dans le logement temporaire, ayant des troubles de personnalité et d'utilisation élevée des services publics. Donc, cet groupe a une faible qualité de vie. Donc, ici, je vous présente un résumé des résultats. Les clusters, donc les classes qui avaient la qualité de vie plus élevée étaient les classes 1. Les caractéristiques de cette classe sont des femmes âgées, ayant de faibles antécédents criminels, peu d'épisodes d'itinérance, vivant dans le logement permanent avec soutien et recours fréquent aux services communautaires. Et je vous rappelle, pour les services communautaires, on a les centres d'aide aux femmes, par exemple, les centres d'aide aux recherches d'emploi et aussi les soupes populaires, par exemple. Pour le cluster 3, qui avait la qualité de vie modérée, et les caractéristiques qui ressortent beaucoup sont les jeunes hommes avec des antécédents criminels, 2 épisodes d'itinérance, vivant dans un logement permanent sans soutien et ayant faible des problèmes de santé qui sont grands utilisateurs de l'urgence. Pour le cluster 4, les caractéristiques qui ressortent sont les femmes d'âge moyen avec des antécédents criminels, peu d'épisodes d'itinérance, vivant dans le logement temporaire, ayant des troubles de personnalité et qui utilisent beaucoup les services publics. Ces personnes, ou ces itinérants, ont de faibles qualités de vie. Et les classes qui avaient la qualité de vie plus faible étaient les classes 2, qu'il s'agit des individus qui sont la majorité des hommes ayant de multiples épisodes d'itinérance et des problèmes de santé complexes et utilisateurs de services de santé, ici, les médecins de famille. Donc, on arrive dans la période de discussion, et là, on voit que notre étude, c'est la première étude sur le profil de qualité de vie chez la population itinérante
en comparant les différents types de logements. Parce que quand je parlais au début, je vous rappelle, je parlais que la majorité d'études sur la qualité de vie, il est fait dans les populations itinérantes, soit dans les abris d'urgence, comme les abris pour une nuit, ou les logements temporaires. Donc, nous, on a fait une comparaison parmi les différents types de logements. Les logements, comme je vous rappelle, d'urgence, les logements temporaires et les logements permanents avec son soutien. Les 4 clusters qu'on a identifiés, ils sont différents par rapport à les variables les variables sociodémographiques comme le sexe, l'âge, les antécédents criminels, le nombre d'épisodes d'itinérance et les logements temporaires ou permanents. Ils sont différents aussi pour le nombre de troubles mentaux et maladies physiques, donc notre variable clinique, et pour l'utilisation de services. Les scores moyens qu'on a trouvés, c'est 70%. Et là, je vous compare avec les scores moyens qui sont inférieurs à la population générale, qui c'est en moyenne de 78. Et cette étude, avec la moyenne des scores pour la population générale, a été réalisée et a été publiée récemment. C'est une étude réalisée à la population de Montréal, au Québec. Le cluster 1, les femmes âgées ayant peu d'épisodes vivant en logement permanent avec soutien, avaient les profils de qualité de vie plus élevés. Et là, on peut soutenir avec les résultats dans la littérature qui trouvent que les femmes âgées ayant peu d'épisodes de bonne capacité fonctionnelle ont des qualités de vie plus élevées. Aussi, elles habitent dans un logement permanent avec soutien. Et là, il y a des études montrant que la qualité de vie pour les personnes qui habitent dans un logement comme le House Fiston, donc le logement permanent avec une case-manège, ont une qualité de vie plus élevée. Pour le cluster 2, qui sont les hommes ayant de multiples épisodes d'itinérance, des problèmes de santé complexes, on a vu que sont les personnes qui ont les plus faibles qualités de vie. Et là, on peut soutenir ces résultats. On voit beaucoup des études qui montrent que la prévalence des troubles mentaux et maladies physiques, ainsi que l'incapacité fonctionnelle et des suicidaires, elle a une influence négative sur la qualité de vie. De plus, les personnes qui ont une prévalence plus élevée de maladies physiques, elles ont aussi un pourcentage plus élevé de médecins de famille. Pour le cluster 3, qui étaient les jeunes hommes ayant 2 épisodes d'itinérance et faibles problèmes de santé mentale, qui sont grands utilisateurs de l'urgence, on voit dans la littérature que les antécédents criminels sont plus associés surtout au sexe masculin et jeune âge. Ils sont grands utilisateurs de l'urgence et là, on voit qu'être homme chez la population itinérante constitue un obstacle d'accès aux soins primaires. Et aussi, on peut aussi lancer une hypothèse, parce que dans la littérature, on montre que les jeunes itinérants sont relativement ignorants en relation à les types de services qui sont disponibles à eux. Donc, on peut lancer une hypothèse que la faible utilisation des services, et ils ne savent pas, c'est pour ça qu'ils cherchent beaucoup les services d'urgence. Pour le cluster 4, c'est les femmes d'âge moyen vivant en logement temporaire avec des antécédents criminels et troubles de la personnalité.
On voit dans la littérature que le taux d'utilisation de substances est souvent associé à une faible qualité de vie. De plus, le pourcentage élevé d'utilisation des services publics peut être un sujet que ça peut expliquer parce que cette classe, c'est une classe qui a un pourcentage plus élevé de troubles de personnalité. Et ce type de personnes sont les personnes qui sont plus insatisfaites avec les services fournis. Donc, ils changent plus de services. Pour les troubles d'utilisation de substances, on voit aussi qu'il augmente la vulnérabilité des femmes itinérantes à participer à des crimes et des drogues. Notre conclusion, c'est que la qualité de vie chez la population itinérante, elle peut être associée à un logement permanent avec soutien, à une faible prévalence des maladies physiques et des maladies mentales, et aussi à une faible utilisation des urgences et une faible nombre d'épisodes d'itinérance. Parce que je vous rappelle que le cluster 1 est avec c'est les femmes âgées habitant en logement permanent et qui n'avaient pas beaucoup de troubles mentaux et qui n'utilisaient pas beaucoup l'urgence, c'était les qui avaient la qualité de vie plus élevée. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait recommander avec notre étude? Une amélioration du suivi, surtout pour les personnes ayant des troubles mentaux et des maladies physiques. Et aussi, on pourrait cibler les jeunes hommes itinérants en informant les services qui sont fournis et aussi cibler les femmes itinérantes ayant des tous parce qu'elles sont plus à risque d'avoir une faible qualité de vie. Cependant, notre étude a des limites, comme notre étude a été réalisée à la population québécoise, donc elles ne sont pas vraiment généralisables dans d'autres systèmes qui sont très divergents. Nous avons aussi un nombre de variables faibles en raison de la propre méthode utilisée par cluster. Et aussi, notre échantillon a été fait par convenance. On a cherché les gens dans les abris d'urgence, on a cherché les gens dans le logement temporaire et dans le logement permanent. Et aussi, je vous rappelle qu'on pourrait avoir des biais de mémoire, et là, c'est parce qu'on a fait un questionnaire qui c'est sujet à des oublis. Et aussi, les jeux itinérants, ils pourraient aussi le désir d'avoir une performance plus élevée. Donc, on pourrait avoir des biais et des désagréabilités sociales. Donc, notre conférence se finit ici. Je vais passer maintenant à la période de questions, mais avant, je voudrais remercier à tous les participants de la conférence, tous les participants aussi de l'étude, les organismes communautaires participants au Québec, l'équipe de recherche de Marie-Josée Félix, surtout la coordonnatrice de recherche Daniela Perrault, et aussi le réseau de recherche de santé de population qui m'a permis de présenter mes résultats aujourd'hui, surtout à Denise, et aussi à l'Institut Douglas et le réseau Calaxia. Bon, on va passer la période de questions. Merci. Donc, merci beaucoup à Dr. Lia Gentil pour cette conférence fort intéressante. Présentement, nous avons 5 questions, mais il nous reste à peu près une demi-heure. Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions, nous vous invitons à continuer à les écrire dans le module questions-réponses. La première question provient de M. Christian Massé. Et la question est, si vous pouvez me rappeler brièvement comment ont été mesurés les troubles de santé mentale, ce serait apprécié. OK. Donc, je vais retourner dans le diapo. Je pense que ça serait plus facile pour comprendre. Ici.
Donc, on avait les troubles mentaux qui étaient mesurés par 120 questions et la personne, elle disait, par exemple, dans les 2 dernières semaines, vous avez eu des périodes détestées, des périodes que vous n'avez pas envie de faire les choses, et là, elle dit oui ou non. Donc, ça, c'était pour les troubles mentaux qui constituaient les communs, comme la dépression, l'anxiété et les graves. On avait beaucoup de questions et on avait un score à la fin. Pour les troubles de personnalité, c'est 8 questions, aussi oui ou non, qui c'est des questions très aussi pointues, oui ou non. Et on avait un score pour 10 si la personne avait les troubles de personnalité ou non. Pour le trouble d'utilisation de substances, vous avez parlé de troubles mentaux, mais là, je vais aussi inclure les troubles d'utilisation de substances parce que même si c'est un trouble à part, on inclut dans cette session. On a passé pour les tests d'utilisation pour abus de drogue et pour l'utilisation d'alcool. Donc, on avait 20 questions pour l'utilisation des drogues ou 10 questions pour l'utilisation d'alcool. Par exemple, pour l'utilisation d'alcool, il y avait des questions pour dire dans les dernières années, est-ce que vos parents ont des amis à s'inquiéter avec sa consommation d'alcool? Et là, la personne avait la possibilité de dire que non, mais était modéré ou était préoccupé sévère. Il y avait comme une variation entre 2 et 5 sous-questions. Michel. D'accord. Donc, merci pour votre réponse. La question suivante provient de Madame Christelle Aluni-Menichini qui se demande: avez-vous regroupé les abris d'urgence dans les logements temporaires? Sinon, comment ils sont distribués, entre parenthèses, même proportion dans les clusters ou certains plus élevés? Merci. Est-ce que vous pourriez répéter? Oui, sans problème. Donc, avez-vous regroupé les abris d'urgence dans les logements temporaires? Sinon, comment ils sont distribués, entre parenthèses, même proportion dans les clusters ou est-ce que certains sont plus élevés? Ah, ok. Ça, c'est une bonne question. Parce que là, on avait 4 types, comme je parlais. Écoute, je vais vous juste 4 conditions de logement. Refuge d'urgence, logement temporaire, 3 à 12, logement permanent, 1 an, avec un soutien. Donc, il n'a pas refuge d'urgence, on n'avait pas vraiment les mêmes proportions par rapport au cluster. Les personnes qu'on avait plus de refuge d'urgence, elles étaient dans le cluster 3, c'était le jeune homme avec antécédent criminel très élevé. D'accord, super intéressant. La prochaine question provient de Madame Mélanie Gaudreau qui, elle, demande: avez-vous noté une incidence particulière entre un groupe dans une région donnée? Donc, par exemple, est-ce qu'il y aurait plus de cluster 1 à Montréal? Non. En effet, on n'avait pas regardé parmi les régions. Parce que, comme je dis tantôt, l'analyse des clusters, elle ne permet pas d'utiliser beaucoup de variables. On a utilisé déjà 16, c'était le maximum. Donc, on n'a pas tenu en compte la région pour cette analyse. D'accord. La prochaine question provient de Monsieur Jean-Daniel Carrier qui demande: aviez-vous de l'information sur l'origine ethnique, y compris par rapport à l'immigration et aux Premières Nations? La question m'intéresse particulièrement par rapport au sous-groupe de jeunes hommes avec peu de problèmes de santé. OK. On n'a pas pris cette variable aussi
comme j'ai dit tantôt, mais on avait une discrétion déjà, comme dit, une discrétion préliminaire, et je vis que la majorité des gens étaient des gens non immigrants, donc qui nés vraiment au Québec, mais ça, je n'ai pas inclus dans les analyses. J'ai inclus juste, je n'ai pas pris en compte la race, mais je peux quand même dire que je vis des analyses descriptives préliminaires que notre population, la majorité était de personnes nées au Québec, Canada, et la majorité n'était pas des immigrants. D'accord. Pour les autochtones? Pour les autochtones, on n'avait pas beaucoup aussi. On a vu que la majorité était ici. La prochaine question provient de Stira Camara qui demande: lorsque vous référez à de multiples épisodes d'itinérance, faites-vous référence à l'itinérance de type chronique? Ah, c'est une bonne question parce que là, moi, j'aimerais ici inclure l'itinérance clinique, mais là, comme j'avais déjà beaucoup de variables, moi, je n'ai pas inclus, mais la majorité de notre population, là, dans les descriptifs, je pourrais ajouter, c'était des personnes avec l'itinérance chronique. Et la définition pour l'itinérance chronique qu'on a pris pour notre variable, mais je ne parle pas de notre cluster, je n'ai pas pris cette variable. La définition de l'itinérance chronique, c'est soit un épisode avec une durée dans les 3 ans, un épisode avec une durée de plus qu'1 an. Ou si une personne a 2 ou plus épisodes avec une durée d'1 an sur 3 ans. Donc, on n'a pas pris en considération cette variable, mais comme on a quand même la regardé, et la majorité de notre population, il s'agit des itinérants chroniques. D'accord. Stira Camara aurait une deuxième question. La question est: avez-vous des données concernant le réseau ou les relations sociales de ces personnes, par exemple les liens familiaux, les amis, etc.? Oui, on a, c'est le soutien social. Donc, les scores, je sais que, désolé aussi, on n'a pas pris en compte, mais les scores, ça variait entre 25 et 100 avec la moyenne de 50. Mais on a ces données. Là, il reste juste 2 questions, donc j'invite tous les participants, si vous avez d'autres questions, à aller les inscrire dans le module questions et réponses, puisqu'il nous reste à peu près 20 minutes pour répondre à toutes vos questions. La prochaine question, encore de Stira Camara, ce serait: pouvez-vous rappeler si logement temporaire inclut aussi les hébergements chez la famille et les amis, par exemple? Non, c'était vraiment chez les organismes communautaires. D'accord. Et la dernière question que nous avons pour le moment provient de Christelle Aluni-Menichini qui se demande: pouvez-vous nous indiquer les effectifs de chaque cluster? OK. Donc, je vais juste montrer les diapos parce que là, ce serait plus facile. Pour le cluster 1, on a 128 personnes qui correspondent à 28% de notre population totale. Pour le cluster 2, il s'agit de 120 personnes, qui c'est 26% de notre population totale. Pour le cluster 3, c'est le plus grand, 142 personnes, qu'il s'agit de 31 personnes de notre population totale. Et le plus petit, qui c'est 65, qu'il s'agit de 14% de notre population totale. Il y a M. Christian Massé qui écrit: je crois que j'ai dû rater quelque chose au début. Ami, en quoi les personnes avec logement permanent sont des personnes itinérantes? Ah, pardon, ça devait être écrit probablement, mais en quoi les personnes avec logement permanent sont des personnes itinérantes? Des personnes qui habitent en logement, je vais retourner la définition parce que là, je pense que ça serait plus facile. Parce qu'on a défini les 4 conditions de logement.
Donc, les logements permanents sont des personnes qui ont un séjour d'1 an ou indéterminé, qui habitent dans ces logements qui ont soit des soutiens financiers ou non, et qui ont les intervenants qui sont les caisses managers. Ou les personnes qui habitent déjà un an et plus, mais qui sont des logements qui n'ont pas de soutien. Donc, ces personnes, elles habitent soit dans un appartement, la majorité dans un appartement indépendant. Et les appartements indépendants sont les services, ils ont des services dedans, qui sont les personnes avec soutien en intervenant. Mais il y a aussi des personnes qui habitent dans les appartements qui n'ont pas aucun service et n'ont pas des intervenants. Ce sont des logements permanents sans soutien. Mais ils ne sont plus itinérants. Ils sont toujours itinérants parce que là, ce sont des organismes qui fournissent. Ils sont déjà dans une situation de vulnérabilité parce qu'il y a des gens qui travaillent quand même, ou des gens qui ne travaillent pas, qui ont une difficulté à trouver des emplois. Ils peuvent payer les logements avec une faible, comme dit, une faible loyer. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Vous, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, d'autres informations que vous voulez nous partager? Non, je pense que je pourrais me laisser. D'accord, donc... C'est vraiment des questions très intéressantes, je pense. Effectivement. Donc, c'est ce qui mettrait fin à la présentation si les gens n'ont pas d'autres questions. Donc, je tiens à vous remercier chaleureusement, Dr. Lia Gentil. Je veux rappeler aux participants que vous allez recevoir un courriel dans les prochains jours avec toute l'information, donc le PDF de la présentation et aussi un lien pour aller regarder le webinaire de nouveau. Vous allez aussi recevoir l'information concernant le prochain webinaire qui va avoir lieu le mardi 27 novembre prochain à midi. Le webinaire va s'intituler « La psychose et la ville ». Il va être présenté par Yann Gold, qui est professeur agrégé au département de philosophie et de psychiatrie à l'Université McGill. Et il va être animé par Daniel Weinstock, qui, lui, est professeur titulaire à la faculté de droit à l'Université McGill. Donc, 27 novembre prochain à midi, à mettre à votre agenda. Merci à tous d'avoir participé à cette dégustation de savoir et je vous souhaite une belle journée.